Bonjour à tous, Plivier de Doulouzia, Kakdila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente mon ami David, avec lequel je vais avoir un petit entretien. Il est français, il vit en Russie, et on va vous présenter sa vie ici. Let's go! Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, ma page Boosty, sur laquelle je vous donne plein d'informations supplémentaires. Je vous partage du contenu tous les jours de ma vie en Russie, mes restaurants, mes musiques préférées, des vidéos aussi que je ne peux pas mettre sur YouTube, qui peuvent être censurées. Je les mets sur ma chaîne Boosty et ça permet vraiment de créer une vraie communauté entre nous, de soutenir la chaîne, puisque comme vous le savez, on est en Russie et donc tous les viewers et abonnés russes ne sont pas monétisés, et donc ça permet aussi de faire vivre la chaîne et de vous proposer de plus en plus de projets à l'avenir, parce que Dieu sait qu'il y a énormément de projets à vous présenter en Russie. On y va, c'est parti. David, je suis content de te recevoir sur ma chaîne. Moi aussi, ça me fait super plaisir. Et moi également, ça me fait super plaisir de recevoir ce premier français en format podcast comme aujourd'hui. Je tenais vraiment à recevoir David, puisque on se connaît maintenant depuis quasiment 3 ans, depuis mon arrivée en Russie. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On va pouvoir lui demander. C'est intéressant, je pense, pour mon audience russe et mon audience française, que je ne suis pas le seul français en Russie. Et justement, on va voir ce qui a amené David à être en Russie aujourd'hui. Alors pour démarrer, David, présente-toi s'il te plaît. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle David, j'ai 39 ans. Je vis en Russie depuis 5 ans maintenant, et je suis installé ici, à Moscou, avec ma femme, mon fils de 5 ans. Je travaille aussi sur Moscou. Comment ça se fait que tu te retrouves en Russie? Ok, tu as une femme, mais qu'est-ce qui fait que vous habitez en Russie aujourd'hui? J'ai envie de te dire, c'est un peu schéma classique, du fait que ma femme soit russe, qu'elle travaille toujours d'ailleurs à Moscou. On a commencé par vivre ensemble pendant quelques années en France, et sa carrière, elle évoluait. Voilà, disons que sa carrière évoluait plus vite que la mienne, et à un moment donné, force est de constater que c'était plus intéressant et plus facile pour développer sa carrière de venir s'installer en Russie. Disons ça comme ça. Et vous étiez basé où en France? On était à Bordeaux, on était installé sur Bordeaux, on a vécu un peu à Aix-en-Provence. Pour les abonnés qui me connaissent, je suis bordelais, David est bordelais, donc ça a été aussi un grand point d'accroche dans notre vie en Russie, notre rencontre. Je suis parisien avant tout. Parisien avant tout, bon, il a aussi des défauts, c'est David, mais on a eu en plus l'occasion de se rencontrer avec nos familles à Bordeaux, d'aller voir les feux du 14 juillet, les feux d'artifice sur Bordeaux, et c'est très sympa de pouvoir se voir en Russie, d'avoir un cadre français et de partager un peu des petits bouts d'histoire en commun. Tu l'as rencontré où, ta femme? On s'est rencontrés au Vietnam, donc l'histoire est un peu atypique, parce qu'en fait j'étais parti en voyage avec des amis, justement des amis de Bordeaux. On était parti en voyage en sac à dos au Vietnam, et avec Maria on s'est rencontrés dans un petit village au bord de la mer dans le sud du Vietnam. On a très rapidement accroché, beaucoup de choses en commun, fini par entretenir une relation qui nous a amené à se marier. C'est ta première entre guillemets expérience avec une femme étrangère et une femme peut-être russe? C'est la question piège. Avec une femme russe, oui, non. Oh, oui, très compliqué comme question. Ta femme va regarder le podcast et c'est génial. Ma femme va regarder le podcast. On va aborder juste un petit point justement. Donc tu as rencontré ta femme au Vietnam. Ouais. Vous avez emménagé ensuite en France? En France, oui. Elle est venue s'installer avec moi. Elle est venue s'installer avec moi en France. Elle voyageait régulièrement, tous les mois en fait. Elle voyageait régulièrement entre la France et la Russie. C'était assez fatigant, c'était assez compliqué pour elle. On a pris la décision de... C'est moi qui à un moment donné lui ai suggéré le fait de... Toi, tu étais déjà venu en Russie? Oui, plusieurs fois, ouais. Mais en touriste. Et ça te plaisait déjà? Tu avais déjà un peu à... En fait, la première fois que je suis venu en Russie et que je suis arrivé sur la place Rouge,
suis tombé littéralement amoureux de cet endroit. Je ne pourrais pas expliquer de quoi c'est venu concrètement, mais il y avait vraiment... L'appel de la place rouge. Non, pas l'appel de la place rouge, mais il y a vraiment cette atmosphère sur la place rouge qui donne cet aspect vraiment unique à l'endroit. Pour ceux qui connaissent pas forcément la place rouge et les environs, je vous mets la vidéo de la place rouge que j'ai visité pendant l'hiver, et c'est vraiment un endroit effectivement qui est merveilleux. On a l'impression qu'on n'est pas dans le réel en fait. C'est ça. Entre la cathédrale Basile avec ses toits de différentes couleurs, la place rouge, le Kremlin, le centre commercial, le GUM, tout ça fait que c'est vraiment l'impression d'être dans un conte. C'est un peu féerique, ouais. Voilà, c'est un peu féerique. J'ai eu l'occasion de découvrir et pas que Moscou, et Saint-Pétersbourg, et Volgograd avec des amis. Très vite, j'ai accroché en fait. J'ai vraiment accroché, j'ai été très pris par le pays, par les différents endroits que j'ai eu l'occasion de voir. Donc là, ça fait 5 ans que tu es en Russie. 5 ans, ouais. 5 ans que tu es en Russie. Alors David a une spécificité qui est incroyable pour moi, c'est que David est complètement bilingue, quasiment en russe. T'es arrivé ici à 5 ans, tu parlais pas le russe? Non, non. Bah, comme beaucoup de monde, hein. Privet, spasiba, et c'est tout, quoi. Comme moi. Voilà, c'est ça. Ouais, non, je parlais pas du tout le russe. Et puis quand on est arrivé, ce que j'avais dit à ma femme, c'est parlant l'anglais, le français évidemment, un peu rouillé en espagnol, mais en le pratiquant un peu, je devrais pouvoir y revenir. Enfin, je me suis dit bon, ça devrait pas trop poser problème. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix, quoi. Il a fallu que je m'y mette, et il a fallu que je retourne à l'école. Parce que, alors, simplement pour expliquer, hein, une personne étrangère, qu'on soit d'Europe ou autre, quand on veut venir en Russie, c'est très compliqué la vie de tous les jours sans maîtriser le russe. Alors, sauf si, moi dans ma situation, ça m'aide. On a une femme russe qui peut nous aider sur certaines choses. Dans ma génération d'âge, les Russes parlent quand même anglais, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui ont des projets peut-être d'expatriation en Russie. Et maîtriser le russe, c'est vraiment un indispensable, même si c'est très difficile. Tu es d'accord ou pas? Oui, complètement. Après, les Russes sont quand même toujours cette curiosité de faire connaissance avec un étranger. Hein. Alors on a dû passer, je pense quand même, j'imagine, par des défis un peu semblables en arrivant ici. Mais est-ce que toi, David, tu peux me dire, c'est quoi les défis auxquels tu as dû faire face en t'expatriant en Russie et en démarrant cette nouvelle vie? Bah, le vrai défi, ça a été surtout les documents. L'administration russe est quand même très formatée, on va dire. C'est une bureaucratie. C'est une vraie bureaucratie. Il faut, dans un premier temps, faire le RVP, ensuite faire... Alors pour ceux qui me suivent, qui ne connaissent pas français ou peut-être russe, hein, première étape, quand on est un étranger, qu'on veut s'installer en Russie, et dans notre situation où on est conjoint de Russes, on a le RVP. C'est un titre de séjour courte durée qui dure 3 ans de validité. Donc là, c'est une première étape de documents à fournir. Il faut un minimum de langue russe, il faut aller passer des tests, que ce soit voilà, les tests sanguins, les tests urinaires, aller voir un psychologue et rassembler un nombre de papiers assez important qui permettent d'obtenir ce document, et ce qui est tout à fait normal. De toute façon, quand on vient en France aussi, on n'a pas des documents comme ça, entre guillemets, mais il y a une certaine, un certain ordre à respecter. C'est long, j'ai envie de dire c'est long, c'est fastidieux, c'est dur, c'est fastidieux, ouais. Mais c'est quand même bien organisé. Oui, non, clairement. Par exemple, tu parlais des tests médicaux. Ça a vraiment été pour moi laborieux, quoi. Parce que, toi qui es un peu malade, effectivement. Psychologiquement. C'était pas facile. J'ai failli pas passer au test psychologique. C'est pas forcément évident. Non, mais heureusement que ma femme, dans ce process, a tout géré. Hein, tout géré, parce que là, pour le coup, je le dis honnêtement, un Français qui vient tout seul et qui s'expose à ça,
ça va être très compliqué parce que Tout seul, c'est pas possible. non, c'est possible, mais c'est très compliqué. Par contre, c'est vrai qu'il y a un business qui s'est mis en place en Russie. Tu as des agences maintenant qui peuvent t'accompagner dans cette démarche-là. Si tu es étranger, tu as une raison de venir ici, ils peuvent t'aider à constituer tous les documents, etc. Donc il y a des agences spécialisées dans ça. Et ils te facilitent grandement la tâche. Parce que, comme on le dit, hein, c'est pas facile et tout seul, c'est, moi je pense, quasiment impossible, encore moins si on ne maîtrise pas la langue russe. Donc ça, c'est un des défis auxquels tu as dû faire face, c'est la bureaucratie, les documents. Mais ce qui est normal quand on arrive dans un pays étranger, il y a des documents à faire, on ne peut pas s'y installer comme ça. Tu as le passeport maintenant. Oui, je l'ai obtenu en 2021. Donc toi, tu es double nationalité, nationalité, français et russe. Français et russe, ouais. Donc David, 5 ans de Russie, passeport russe, tu es quand même déjà bien établi en Russie. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes vraiment en Russie, ce qui fait que tu es attaché à ce pays? Déjà, l'étendue du pays me fascine. C'est quand tu te dis que pour rejoindre l'autre côté du pays, il te faut 9 heures d'avion, que tu as plusieurs heures de décalage horaire et que tu arrives quasiment dans un autre monde, et la différence la différence, ne serait-ce que de paysage entre les différentes parties de la Russie, ça me fascine. Il y a des endroits, j'attends la moindre possibilité pour pouvoir m'y rendre, quoi, pour pouvoir aller voir, quoi, parce que c'est incroyable. Ils ont un pays qui est immense. C'est le plus grand pays du monde, qui est gigantesque. Et les cultures, c'est bon, ça reste la Russie, mais enfin, c'est des cultures qui varient radicalement entre les régions, quoi. Voilà, quand on est de l'autre côté de la Russie, plus vers l'Asie, justement, il y a une culture plus forte asiatique. Dans le sud, où j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, le Caucase, c'est une partie qui est quand même à dominance musulmane. Moscou, c'est plus orthodoxe, et les paysages effectivement changent, les températures changent. Si on est côté mer Noire, c'est un peu ambiance Côte d'Azur. Alors si on va dans le nord, c'est vraiment le froid glacial. Et c'est un pays qui permet, c'est vrai, de nous offrir une diversité qui est infinie et incroyable. Et qui est fascinante. Et puis, ce qui est vraiment appréciable, moi, je m'y retrouve avec les Russes, ils ont cette générosité sans limite à partir du moment où tu es rentré dans leur cercle. Ils n'arrivent pas tout de suite, de prime abord, ils sont un petit peu fermés, c'est un petit peu en fait, ouais, je dirais timidité au début. C'est timidité peut-être, mais en fait, le russe, il se préserve. Il n'est pas faux. Il va pas te sortir un sourire pour rien, il va pas te sortir un bonjour pour rien, parce qu'il a aucune raison de le faire. Mais à partir du moment où tu vas commencer à échanger, parler un peu de toi, de poser des questions, etc., là, tu vas commencer à rentrer dans son cercle, et là, il va t'apporter énormément, et peut-être plus, et je pense plus qu'un Européen. Après, c'est différent, c'est vraiment pas comparable. Mais c'est pour ça que je disais que la générosité sans limite des Russes, c'est quelque chose que j'adore, et je m'y retrouve énormément. Culturellement, du fait de parler russe, culturellement, j'ai jamais senti au contact des Russes le fait que je sois étranger. Ça, je l'ai jamais ressenti, quoi. Une fois qu'ils t'intègrent dans leur cercle, t'es intégré. Il y a plus de... Carrément. Qu'est-ce que toi tu penses de ce patriotisme en Russie? Parce que je trouve qu'il est vraiment très fort et que en France, on l'a plus vraiment, pas comme ça. Et ici, c'est quelque chose quand même qui est assez impressionnant. Disons qu'ici, tu te caches pas, t'as pas besoin de te cacher, d'aimer ton pays, d'aimer ta patrie, d'aimer ton drapeau, de respecter tes traditions, de respecter les valeurs. Célébrer les fêtes russes. Célébrer les fêtes russes. Et tiens, toi qui es parent en Russie, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a bien marché, hein, parce qu'il y a vraiment certaines valeurs qui se perdent chez nous, d'autres qui se gardent ici. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi être parent en Russie et comment tu trouves ça? Moi, la famille, pour moi, c'est la première priorité, c'est au cœur de tout. Il y a rien qui passe avant la famille, et en Russie, pour le coup, la famille, les enfants, c'est au centre de tout, d'absolument tout. Tout est fait pour que les enfants évoluent du mieux possible.
d'ailleurs toutes les infrastructures, très rarement tu trouves un endroit, tu trouves un endroit où il n'y a pas quelque chose d'adapté pour les enfants. Tous les 20-30 mètres, tu as un endroit où les enfants peuvent jouer. Exactement. Et ça, à partir du moment où j'ai compris que la famille était vraiment au centre de tout en Russie. Une priorité, ouais. Et moi, j'ai signé, quoi. Je me suis dit, ok, moi ça me correspond parfaitement. Et il y a un truc aussi qui m'a marqué, moi en Russie, c'est que donc j'ai eu ma première fille à Bordeaux. Quand je me promenais en poussette avec ma fille qui était toute petite, ça interloquait pas plus de personnes que ça. Quand je suis arrivé en Russie avec mes enfants et quand je me promène avec mes enfants, le nombre de personnes qui me font un sourire, qui essayent d'avoir une petite attention auprès de mon enfant, on sent qu'il y a un vrai amour des enfants et on le ressent dans la rue. Ouais, t'es d'accord de ça? Est-ce que toi t'as vécu ça? Partout, ouais, très régulièrement, quand on se balade avec notre fils, ouais, très régulièrement il y a un petit geste, une petite attention, enfin de préservation, de protection. Même dans un magasin, on peut avoir un petit cadeau parce qu'on est avec un enfant, on va lui donner. Exactement. C'est fou ça. L'enfant vraiment c'est le diamant brut, quoi, on va dire. C'est vraiment ça. Mais parallèlement, il y a les enfants. Mais pourquoi aussi je parle de la famille? Parce que la culture de la famille s'étend aussi aux aînés. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, et ils préservent ce lien familial qui est vraiment ici fondamental. Et ça, je trouve ça vraiment super, quoi. Parce que c'est quelque chose, malheureusement, enfin, à mes yeux, hein, qu'on a tendance à perdre en Europe. Et je veux qu'on aborde un sujet. Donc en Europe, en France, il y a une partie de la population qui estime que la Russie est une dictature, un régime dur. Toi, en étant à l'intérieur, est-ce que tu trouves que tu as des privations de liberté ou pas? Je ne suis pas confronté à ça, je n'ai pas ce ressenti. Je ne vais pas me lancer dans un discours politique. Non, je parle pas de la politique, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, non. Je ne peux pas dire que je ressente un système dictatorial. Enfin, ma définition de la dictature, elle n'est pas celle-là. Enfin, et j'ai envie de te dire que, vivant sur Moscou, tout est fait au quotidien pour améliorer le quotidien des gens, ne serait-ce que prendre les transports, t'as tout, à chaque fois tout est adapté, amélioré pour le confort de vie au quotidien. Enfin, pour moi, et puis tu te déplaces comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Enfin, j'ai pas de ressenti de dictature. Et les gens font la fête, les gens vont dans les bars, les gens vont dans des boîtes de nuit. Les gens vont se reposer dans des parcs avec de la musique, les jeunes ont des tatouages, des boucles d'oreilles, etc. Il n'y a pas de privation dans ce sens-là. Et donc pour moi, je pense que c'est vraiment faux et on ne se sent pas opprimé en étant en Russie du tout. Non. Moi, j'ai pas du tout ce ressenti-là. Ouais, d'accord. J'ai presque envie de te dire que je m'épanouis ici avec ma famille. Sans sentir d'oppression quelconque. Après, je suis une personne lambda, donc je vais pas me lancer dans des débats. Ah non, mais on parle pas de politique, des sphères politiques. On n'est pas des politiciens. Je suis pas ça. On n'est pas des politiciens. On n'est pas des politiciens et je dirais même qu'il y a un sentiment de liberté qui est assez unique. Le pays est tellement grand, on quitte très rapidement la civilisation et on peut vite tomber sur des terrains de jeu qui sont immenses pour aller faire du buggy, des balades en forêt, la nature t'apporte une liberté intérieure qui est folle et indescriptible. Le jeu qu'on aborde aussi, c'est la qualité de la vie entre la France et la Russie. Parce que moi, avant d'arriver ici, je ne m'imaginais pas du tout qu'il y ait une qualité de vie comme celle-là. Je pensais que, comme un Français, un peu être le centre du monde, qu'on avait tout et que tout était mieux qu'ailleurs. C'est vrai qu'on a en France un magnifique pays, mais la qualité de vie ici est quand même irréprochable, j'ai envie de te dire. On a tout. T'as pas de camembert. Enfin, il y en a. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Bon, référence à Alexei que je suis allé visiter. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment démocratisé sur. Ça fait très français de dire ça, mais à part ça,
tu trouves tout presque instantanément. Tu sors de chez toi, enfin, tu as des restos, tu as les infrastructures, tu as les transports, tu as tout. Le service, confort, éducation. le service, ouais, les services sont incroyables. Ils développent, tu l'as sûrement vu, hein, toi, surtout dans ton quartier, là, les petits robots Yandex là, qui courent de plus en plus dans les rues. Enfin, Qui court. c'est C'est un petit robot qui court. Non, mais ça paraît peut-être C'est le futur. ridicule de dire ça comme ça, mais chaque fois que j'en croise un, moi, ça me... J'adore. Enfin, je trouve C'est ça impressionnant. Ouais, ça a son petit côté. C'est impressionnant. Et effectivement, Moscou est une ville. Donc effectivement, c'est pas toute la Russie, mais Moscou est une ville très riche, avec un développement technologique qui est très impressionnant. Ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Et donc ouais, il y a ces petits robots, il y a les taxis sans chauffeur, il y a maintenant le tram qui arrive sans chauffeur. Donc tout ça, c'est vrai que ça a un temps d'avance sur la France. Et depuis 2-3 ans, en fait, ce qu'on pouvait reprocher à la Russie, un des points qui aurait pu être négatif, c'était la qualité des routes. Ce qui était vrai, hein. Les routes étaient vraiment pas géniales. Mais depuis 2-3 ans, ça goudronne de partout et les routes sont vraiment de mieux en mieux. Que ce soit dans Moscou. Alors à l'extérieur, ouais. Le problème c'est que quand tu t'éloignes de Moscou et des grandes villes, tu te retrouves très vite, tu peux te retrouver très vite dans des coins où les routes sont. Alors il y a peut-être, ouais, non mais c'est vrai, il y a sûrement des routes qui, de toute façon le pays est tellement grand, à goudronner c'est quand même pas évident. Mais je suis quand même récemment allé dans le Caucase, Kislovodsk, et là j'ai fait des grandes lignes droites pour aller jusqu'à là-bas. C'est quand même quasiment 2 jours de voiture, 20 à 24 heures de voiture. Les routes sont nickel, tout a été reconstruit. Ah ben il y a des gros efforts et puis en plus tu prends ne serait-ce que les grands axes qu'il y a encore, par exemple Moscou-Saint-Pétersbourg ou même quand tu descends dans le sud, ils ont créé des artères énormes pour rejoindre les deux villes hyper rapidement et c'est pareil, bon, ils ont super bien goudronné avec toutes les infrastructures de sécurité et tout, enfin, c'est vraiment top. Non, tu sens vraiment que ils veulent développer le pays intérieurement au quotidien et pas attendre 50 ans pour s'y mettre. Non, c'est maintenant, c'est... Et toi, bon, au sujet de toi qui est bon vivant, qui te connaît assez bien, qu'est-ce que tu penses de la bouffe, de la nourriture en Russie? Est-ce que tu y trouves ton compte? Au début, non. Au début, je m'y retrouvais pas parce que, ouais, tu l'as dit, je suis bon vivant, mais c'est... j'aime notre gastronomie française. Dis-le, qu'est-ce qu'on va manger après la vidéo? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va manger après la vidéo? Après, on a réussi à trouver des os à moelle dans un marché. Pareil, hein, tout coupé selon les standards à la française, coupé en longueur, taille suffisante pour... On va se faire ça au barbecue après la vidéo. Après la vidéo, ouais, le festin. Donc non, clairement, au début, je m'y suis pas retrouvé. Il y a des choses, déjà parce que je connaissais pas. Et puis alors toutes ces soupes, moi je comprends toujours pas comment on peut manger autant de soupe. Ouais, même l'été, même quand il fait 30 degrés, allez, une petite soupe. La soupe avec le kvass. ça reste. Alors cela dit, moi j'adore. Ouais. J'ai un peu de mal. Un petit peu, là ils mettent un peu de vinaigre là-dedans, un peu de moutarde. Je suis pas très soupe non plus. J'aime bien quand même. Je comprends qu'on puisse aimer, mais c'est vrai que soupe. Vous aimez les Russes énormément ça. C'est une culture, hein. C'est un pays où il fait froid, ça réchauffe. Et puis elles sont bonnes, hein, quand tu mets avec les poissons dedans, les viandes, etc. C'est bon. Mais nous, qui sommes bordelais, on est quand même une terre de viandards, de vin, et on aime des choses un peu différentes, des plats en sauce. Mais j'ai envie de dire que c'est vrai que de plus en plus tu peux trouver quand même de la bonne viande. Alors de la viande, tu trouves des légumes, particulièrement ceux qui viennent du sud du pays. Krasnodar. Les tomates, là on était il n'y a pas longtemps avec ma femme, on est parti à Bakou, en Azerbaïdjan. Quand on parle des tomates de Bakou, alors tu te dis ouais c'est presque une légende, mais non, enfin ça fait... Je crois que j'ai jamais mangé des tomates aussi bonnes. Donc, et ça c'est un partenaire de la Russie, donc ça arrive bien sûr. Ça arrive bien sûr jusqu'à Moscou. En Russie. Donc oui, aujourd'hui je peux te dire que je manque foncièrement de rien. Parce que je me suis habitué, je sais où aller maintenant, je sais où acheter, quoi acheter, quel produit acheter, sur quel marché.
Puis sans parler bien sûr de tous les supermarchés qu'on a de différents niveaux. Hein, ça va du Lidl russe qui s'appelle Dixie à des trucs qui sont très haut de gamme qu'on n'a même pas chez nous. Exactement. Selon les portefeuilles, tu trouves de tout. Selon les portefeuilles et les goûts de chacun, tu trouves de tout. On peut trouver de tout. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit dans une de mes récentes vidéos, tous les produits sous sanction européens, dans tous les cas, ils sont quand même là. Donc on peut quand même trouver du bon vin français, on peut quand même trouver des fromages français, on peut quand même trouver un tas de produits qui viennent d'Europe qui pourraient nous manquer et au final qu'on peut quand même consommer ici. L'exemple bête, c'est les croissants. Les croissants, on en a trouvé. Et excellent. Excellent. Ça d'ailleurs, il y a l'année dernière, je filmais pas encore, mais j'y retournerai. Du côté de la mer Noire, Gelendzhik, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est dans le sud de la Russie, sur la mer Noire. Il y a une chaîne de restaurants rapides qui existe, de croissants. On trouve à peu près 50 ou 60 croissants cuisinés différents et c'est des super croissants, c'est des croissants salés, des croissants sucrés. Je trouve le concept super. Je crois pas que ça existe en France, un truc comme ça. En plus c'est hyper technologique avec des bornes où on commande son croissant, etc. Et je trouve ça super, j'irai le filmer parce que les Russes aiment beaucoup la cuisine française, les produits français. Et derrière, ils vont créer des concepts dans ce sens-là. Ils sont véritablement amoureux de l'Europe, de la France, et même à l'heure d'aujourd'hui, ils continuent à adorer toutes nos traditions, notre gastronomie. Notre peuple. Notre peuple, ouais, bien sûr. Je peux vous dire, vous êtes français en Russie, vous êtes respectés. Les Russes aiment les Français. C'est assez impressionnant de voir à quel point on est respecté et ils respectent vraiment notre histoire, notre culture, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une once d'animosité envers les Français. Et d'ailleurs, ils s'efforcent. Ils ont ce côté, en fait, que j'ai découvert au bout d'un moment. Ils ont ce côté bon vivant aussi. Hein. La restauration en Russie. Ah oui, c'est clairement des bons vivants. C'est les tablés qu'on peut faire lors des dîners de fête ou des trucs comme ça. T'as l'impression de faire des dîners à la française. Historiquement, et les légendes de la Russie sur vodka et pickles salés. Oui, c'est pas une légende. C'est pas une légende, il y en a. Mais, je sais pas si tu as remarqué, mais de plus en plus, ils ont cette culture du vin. On en parlait d'ailleurs hier avec tes amis qui disaient qu'ils aimaient apprendre au quotidien un peu plus sur l'œnologie. Et puis les Russes, en plus de ça, donc il y a plusieurs générations en Russie, comme partout, mais ils ont un côté où ils veulent faire attention aussi à leur santé. Donc je rencontre quand même beaucoup de monde qui ne boivent pas d'alcool, qui font attention à ce qu'ils mangent. Tout le monde ne boit pas en Russie, faut pas généraliser. Tout le monde ne boit pas, non. Tout le monde ne boit pas, mais il y a quand même aussi une partie de la population qui boit mais pas que pour boire. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la vodka un élément qui est assez fédérateur dans la consommation. Fédérateur, c'est surtout le côté rassembler les amis et voilà. Ah mais tu sais, ils boivent pas comme ça. Allez, on boit. Le russe, quand tu reçois du monde, quand tu bois, tu fais santé, il y a quelqu'un qui se lève et qui va faire un mini speech. Ce culte du toast, ça c'est vraiment un truc qui m'a fasciné au début parce que tu bois pas pour boire. Il faut véhiculer quelque chose, pas célébrer quelque chose, mais lever son verre à quelque chose et pas juste lever son verre. Tu vois pas comme ça dans ton pour lever son verre, quoi. Non, il y a vraiment ce truc. Ça m'a fasciné au début. Ça m'a fasciné et ça peut m'être aussi parce que moi, quand j'étais invité à certains repas, qu'il y avait 10 Russes devant moi et qui me disent à toi Charles. Ouais, j'ai eu ça. Tu veux au début. T'es pas à l'aise parce que nous on n'a pas du tout ce culte du toast. Ce qu'on fait c'est santé et c'est tout. Là le culte du toast où il faut parler pendant au moins 30 secondes et expliquer ça devant 10 personnes alors que je parle pas la langue en plus, c'est un petit côté mise en pression. Hein. Surtout que la plupart des toasts que les Russes font, il y a vraiment un sens. Ils vont chercher quand même des éléments. C'est fort. C'est fort, ouais, c'est assez fort hein, de sens. Pour les gens qui envisagent de venir s'installer ici, il faut vraiment
se le dire clairement dès le début que le climat est quand même pas le plus facile. Après, c'est sur Moscou. Non, c'est vraiment... Enfin, Si tu vas sur le côté mer Noire, peut-être que c'est quand même moins oui, dur. alors, ouais, mais tu vois, par contre, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis et avec ma femme, le climat sur la mer Noire est top, mais il y a quand même vachement moins de choses à faire. Hein. T'as vite fait de faire le tour. Hein. Alors que Moscou, les grandes villes, c'est la vie non-stop. C'est la ville qui dort jamais. T'as tout disponible 24 sur 24. Ah, ça c'est fou. Ça c'est On vraiment. en avait parlé, hein, le idéal. service, cette vie qui ne dort jamais. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un temps d'avance sur la France. Parce que en France, la nuit on dort. Ouais, non, mais Le dimanche, on travaille pas. le problème c'est que Ça en fait des jours de Tu travail, t'es- des tu- heures de travail en moins, de productivité. tu t'y habitues vachement vite. C'est vraiment hyper confortable. T'as besoin d'un truc, tu dis ah il est 22h, tu te dis ah j'ai oublié ça. Ah bah non mais c'est bon, c'est ouvert. Tout est ouvert. Tout Et je est ne ouvert. comprendrai jamais qu'en France, le dimanche, c'est le jour où les employés qui travaillent dans les entreprises ne travaillent pas, les magasins soient fermés. Alors que c'est un moment où justement, ouais. tu es libre et tu as envie d'aller faire ton shopping, etc. Ce n'est pas possible. Moi ici je me pose même plus la question. Je me dis bah c'est pas grave, je suis à dimanche. Tout Tu est ouvert. vas souvent le dimanche vers 3h du matin, toi. Le dimanche. Tu me racontais, t'aimes beaucoup aller faire tes courses à Auchan à 3h du matin le dimanche. Mais alors oui, hein, par contre la vie dans les grandes villes, c'est faut comprendre que c'est les embouteillages. Et alors attention, c'est t'as vécu à Paris toi? Non. Moi j'ai vécu à Paris pendant pas mal d'années. On parle des embouteillages parisiens. Les embouteillages à Moscou, on est sur une autre dimension. Ouais. Quand tu, des fois, alors 5 km 2 heures, ah ouais, c'est infernal. Ça moi, ça met un peu me rend en fou. tension. Parce qu'en plus, ils ont ce truc de, s'il y a un accident, c'est pas. Alors là, pour le coup, c'est pas comme en France où on se décale sur le côté, on sort le constat et on le fait. Non, eux, par peur de se faire avoir, arnaquer ou trucs comme ça, par eux, assurance, ils restent plantés où ils sont. Ils te bougent. Et on peut même être sur l'autoroute ou des lignes à grande vitesse. S'il y a un accident, il s'arrête et il reste jusqu'à qu'il y ait la police qui arrive et qui vienne faire le constat. Ah ouais, donc ça c'est terrible. Alors ça, que nous, par mesure de sécurité, ce que je trouve assez normal, on va vite s'écarter sur une bande d'arrêt d'urgence et c'est fait pour ça d'ailleurs, mais pas en Russie. Et puis non, mais à part ça, oui, à part les quelques contraintes qu'on a évoquées, il faut si vos valeurs de vie sont celles proches de celles qu'on a évoquées pendant la vidéo avec Charles, c'est et au-delà de ça, hein, un pays adapté pour au-delà de vous expatrier, hein, si vous cherchez un pays à visiter et vous avez une curiosité pour la Russie, vraiment venez. C'est un pays déjà qui est ouvert en ce moment au tourisme. Il y a des visas électroniques qui vous permettent de venir 15 jours ici et vous n'allez pas être déçus puisque c'est vraiment un pays qui va vous apporter une aventure et une expérience qui est assez unique. Et puis en plus, ils essayent de plus en plus de faciliter toutes ces procédures pour que les touristes viennent découvrir la Russie. Les aménagements dans certaines régions qu'ils ont fait pour le tourisme sont incroyables. Ça se développe. Et ils adorent partager leur culture. Ça, on peut pas leur reprendre. Quoi. Ils adorent partager leur culture. Alors ça passe des fois ou ça passe pas par rapport à par exemple leur plat traditionnel, mais ils adorent partager leur culture et faire découvrir. Qui est très forte, très riche. Ouais. Voilà les amis, c'est tout pour ce podcast. Si vous avez des questions à poser à David sur sa vie en Russie, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. David vous répondra peut-être dans les commentaires. Avec plaisir. Je serai là pour faire le relais. Si vous avez aussi des expériences à partager sur des pays qui sont similaires, des pays de l'Est ou sur la Russie, n'hésitez pas, hein, je fais en sorte de répondre à tout le monde dans les commentaires. Merci en tout cas pour le soutien que je reçois sur chaque vidéo. Vous êtes fidèles, ça fait que 4 mois que la chaîne existe et elle grandit très vite. Et je sens que la Russie est un pays qui intéresse énormément et je suis là pour vous apporter des réponses à ces questions, vous présenter la vie ici. Et de toute manière, je suis amené à voyager de plus en plus. Comme je l'ai dit, cet été, je pars en Carélie, au-dessus de Saint-Pétersbourg. On va aller visiter cette région, qui est une région extraordinaire, plein de lacs. J'ai envie, au fur et à mesure des projets, d'aller au Kamtchatka, voir les volcans, la pêche au saumon, la pêche au crabe, Vladivostok, prendre le train. Moi, j'ai un rêve, David. J'aimerais, j'ai pas le permis moto, mais j'aimerais un jour, si on peut le faire ensemble d'ailleurs, pour faire un Moscou-Vladivostok en moto.
Ouais, c'est un gros challenge. C'est un beau projet. Hein. C'est un beau projet. Faudra des grandes vacances. Faudra des grandes vacances, mais c'est un super projet. Mais je pense que ça pourrait être une expérience extraordinaire que de faire cette route. Ah, mais c'est une super idée. Et je répète, pour les 100 000 abonnés, je monterai l'Elbrus si David est partant. tu profites de la vidéo pour m'embarquer dans tes aventures. Il y aura beaucoup d'aventures avec David. Et on a une idée avec David. J'en parle maintenant. C'est un projet. On va y aller petit à petit. Mais on aimerait monter une chaîne David et Charles, Charles et David, où on va s'orienter sur de la gastronomie en Russie, mais en mode un peu aventure. Donc il y aura de la gastronomie dans Moscou, mais il y aura aussi de la gastronomie dans des régions un peu reculées, comment on fait cuire de l'élan, des sangliers, etc. Et on recuisinera ça à notre sauce, à la française. Je vous en dis pas plus. J'espère que on aura l'occasion de mettre ça en place. On verra. On se met pas de pression, mais ça peut être un projet sympa. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est un réel plaisir. Un grand plaisir, mon Dev. Ta chaîne est vraiment top. Je la regarde toujours avec grand plaisir. Et j'espère que tu vas continuer et que vous allez continuer à suivre de plus en plus nombreux Charles et ses aventures en Russie et soutenir sa chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Boosty. On va pouvoir vraiment créer une relation beaucoup plus proche, mettre aussi les vidéos que je ne peux pas mettre sur YouTube sur Boosty. Je vous parle plus personnellement en fonction des projets, des questions que vous avez, partager mes musiques, ce que j'aime ici, mes restaurants, etc. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je mets le lien en description. À bientôt les gars, ciao.